vous êtes sur RTL. Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, François Bayrou, haut commissaire au plan, président du mouvement démocrate. Le débat est dirigé par Olivier Bost. Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury, dans ce grand studio de RTL. Bonjour François Bayrou. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. François Bayrou, qu'il est lent ce début de second quinquennat. Emmanuel Macron a été réélu il y a 3 semaines et depuis pas de nouveau Premier ministre, pas de nouveau gouvernement, pas de précision non plus sur un programme de réforme qui n'a pas été très partagé pendant la campagne présidentielle. Alors, nous parlerons ensemble sur ce programme de réforme et puis de transition écologique, de pouvoir d'achat, d'éducation notamment. Nous parlerons aussi de cette nouvelle méthode qu'a promis Emmanuel Macron, là encore sans en dire beaucoup plus. À mes côtés pour vous interroger, Adrien Gindre de TF1 LCI, bonjour. Noël Ly de TF1 LCI pour relayer vos questions sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury. Et pour vous poser la première question, Guillaume Roquette pour Le Figaro. Oui, Olivier Bost disait à l'instant, ça fait 3 semaines qu'Emmanuel Macron a été réélu président de la République et on n'a toujours pas de nouveau gouvernement. Pourquoi est-ce que ça prend autant de temps, François Bayrou ? Alors vous savez, il y a des démocraties beaucoup dans le monde et j'ai toujours pensé qu'elles étaient bien inspirées, qui, entre l'élection et l'entrée en fonction, ont une période 2 mois en général, pour s'installer, pour réfléchir, pour se poser, pour constituer les équipes. C'est le cas, je disais, aux États-Unis. De moi, j'ai un souvenir très précis. J'étais à l'époque ami de José María Aznar quand il a été élu à la tête de l'Espagne. Et il a eu le temps, je suis allé le voir chez lui, avec sa femme, on a pris toute une après-midi pour discuter. Il s'agit d'une réélection, là, c'est pas tout à fait la même chose. Si, pour moi, c'est la même chose. Il n'est pas inutile, et je trouve qu'on devrait le réfléchir institutionnellement, d'avoir, quand l'élection est finie, une période où l'on se pose pour mettre les choses en ordre et pour peut-être constituer de nouvelles équipes. Ça veut dire qu'à l'heure où nous parlons, le ou la prochaine première ministre ou prochain premier ministre est déjà en train de constituer son équipe. Guillaume Roquette, c'est bien, vous avez de l'humour, donc on va... Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit à ce stade. Ça va l'être. Je pense même qu'on aurait pu... Je pense même, mais c'est un jugement personnel que j'ai souvent exprimé. Je pense qu'on aurait pu imaginer que le gouvernement de Jean Castex aille jusqu'aux élections législatives. Mais il ne l'a pas voulu, le président ne l'a pas souhaité. Mais vous voyez, cet intermandat, cette période d'intermandat, elle va être évidemment marquée par le résultat des élections législatives et il n'est donc pas stupide qu'on prenne un peu de temps pour réfléchir à tout ça. Et vous disiez, François Bayrou, vous prenez des exemples où on parle de 2 mois. Là, ça fait 3 semaines. Est-ce qu'on doit se préparer ? Est-ce que cela dure encore plusieurs semaines ? Ne me faites pas dire, Adrien Gindre, ce que je n'ai pas dit. En aucune manière, je pense que le président de la République a... clairement indiqué ce qu'était le déroulement. Et le déroulement fait que c'est dans la semaine qui vient qu'on va avoir la réponse aux questions que si impatiemment vous vous posez, et qu'il est légitime de se poser parce que la situation nationale, internationale et mondiale est pour moi une situation d'une gravité Est-ce que vous connaissez... si lourde que ça mérite qu'on prenne les choses à bras-le-corps. Est-ce que vous connaissez le nom du prochain Premier ministre ? Non. Noël Ly, avec une question sur les réseaux sociaux. Une question de Jean-Luc sur Facebook qui vous demande, Monsieur Bayrou, rêvez-vous de devenir Premier ministre ? Il y a longtemps que je sais que la politique, ça n'est pas le rêve. La politique, c'est simplement la mise en ordre, j'allais dire la mise en musique, de ces idéaux dans le réel.
Et donc, c'est une fonction très éminente dans la République. J'ai autrefois essayé de conquérir la fonction supérieure, et je l'ai fait avec beaucoup de bonheur. Bon. Vous avez été candidat à la présidence de la République, oui, plusieurs fois. Et même 3 fois. Et donc, et c'était une très grande et très belle aventure dont beaucoup de nos compatriotes se souviennent chaleureusement, et moi aussi. Donc, on a le devoir d'occuper les postes de responsabilité quand on croit à quelque chose. Et je ne me suis jamais écarté de ce devoir-là. Simplement, vous voyez bien que le portrait robot aujourd'hui ne correspond pas exactement, en tout cas du point de vue génétique, à ce qui est annoncé. Est-ce qu'il est important pour vous justement que ça soit une femme, Premier ministre ? C'est moins important que les autres caractéristiques de cette fonction aujourd'hui éminente, dans une situation si lourde qu'on ne peut pas s'en abstraire, mais c'est évidemment significatif par rapport à l'attente de la société au temps que nous vivons. Je vous rappelle qu'il n'y a eu qu'une femme, Édith Cresson, qui a été nommée Premier ministre par François Mitterrand. Et ce matin, justement, elle dénonce encore dans le journal du dimanche où elle s'exprime une classe politique qui reste à ses yeux encore aujourd'hui machiste. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez ? Est-ce qu'aujourd'hui... Bien plus que les Français. J'ai beaucoup de mal à juger les gens à partir de leur genre. Je le dis d'autant plus que, comme tout le monde le sait ici, j'ai travaillé toute ma vie avec des femmes. En leur faisant une confiance très fondée. Mais pour moi, ça n'était pas d'abord des femmes. Ou c'était des femmes et des partenaires de confiance absolue, des bras droits, je pense à Marielle de Sarnez évidemment, des bras droits, des personnalités. Mais est-ce que vous êtes représentatif de la classe politique ? Alors, est-ce que je suis représentatif dans... Vous savez, il y a beaucoup d'hommes misogynes. Il se trouve que je suis un homme philogyne. Mais ça veut dire beaucoup d'hommes qui détestent la féminité. Et moi, j'aime la féminité. Pour poser la question autrement, est-ce que ça veut dire qu'Emmanuel Macron est trop exclusivement, encore aujourd'hui, entouré d'hommes et exclusivement d'hommes ? Écoutez, vous êtes en train de me dire qu'il va nommer une femme Premier ministre. Et vous faites le procès du fait qu'il est entouré d'hommes. Oui, je ne suis pas pour les univers unigenrés, unisexes. Je suis pour les univers mixtes, et je trouve que c'est dans la mixité, c'est dans le regard que les uns portent sur les autres que se trouve la richesse de l'humanité. Il y a un texte formidable de Rilke que j'ai lu très récemment qui dit ça, et c'est magnifique d'imaginer que ces deux parties de l'humanité un jour réussiront à faire des choses que seules elles n'auraient pas pu faire, ni les unes ni les autres. Donc vous considérez qu'aujourd'hui il y a une sorte d'obligation morale à nommer une femme à Matignon ? Je ne me suis pas prononcé sur ce sujet, c'est vous qui me dites ça. C'est les journaux qui disent tous. Et puis c'est probablement auprès du président de la République que cette... On n'a sans doute pas trouvé ça tout seul. Voilà, probablement. Donc je considère qu'en effet, ça a une signification pour la société française. Et puis pour le monde politique, dont la nature, le caractère souvent violent, souvent excessif, souvent sans nuance, et pour ma part, est à mes yeux, une faiblesse. Alors, est-ce que ça veut dire que toutes les femmes sont non excessives, non violentes ? Je ne le dirais pas non plus. Oui, parce que j'ai beaucoup de mal à enfermer les êtres humains dans leur génétique de naissance. Alors, tout à l'heure, vous parliez Je pense que les êtres humains, c'est beaucoup plus complexe que ça. Les êtres humains, c'est
100% leur génétique, 100% inné, et 100% leur vie, et peut-être 100% quelque chose d'autre. Tout à l'heure, et donc, ce mélange absolument subtil qui fait que nous sommes des êtres différents, avec des qualités différentes, des aspirations différentes, et j'espère un potentiel différent, c'est tout ça qui, à mes yeux, fait la richesse de l'humanité. Et je déteste l'enfermement. Tout à l'heure, pour le poste de Premier ministre, vous parliez de plusieurs caractéristiques. Donc, au-delà du genre, quelles sont les caractéristiques par rapport à la période, à l'époque, pour ce second quinquennat, qui sont importantes à vos yeux pour cette nomination? C'est une responsabilité très importante et très difficile, et spécialement très importante et très difficile aujourd'hui. Que faut-il? Il faut ce qu'on appelle en anglais, mais je ne connais pas de mot français meilleur, il faut du leadership. Il faut la faculté de s'adresser au pays, de dire à ses concitoyens, à ses compatriotes des choses essentielles sur eux et sur l'avenir qu'on va construire ensemble, et d'être entendu d'eux. Il faut de l'expérience. Parce que c'est très difficile. Imaginez ce que va être la prochaine Assemblée nationale. C'est un Premier ministre très politique que vous êtes en train de nous décrire. Oui, c'est plutôt pour moi, la caractéristique principale. Imaginez l'Assemblée nationale, que ce Premier ministre montant à la tribune, ou cette Première ministre montant à la tribune, va avoir en face d'elle. Ça veut dire une expérience gouvernementale pour vous. Il faut que cette personne ait déjà été ministre, ce serait mieux. Je vais user d'une parabole dont j'use très souvent avec mes amis. Si vous avez besoin de traverser l'Atlantique, et s'il y a du mauvais temps, et si le bateau n'est pas très assuré, est-ce que vous préférez choisir comme capitaine quelqu'un qui a déjà traversé 1000 fois l'Atlantique, ou quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds sur un bateau? Édouard Philippe et Jean Castex n'avaient pas beaucoup d'expérience gouvernementale. Gouvernementale, non, mais ils avaient l'un et l'autre une expérience de l'État. Et ils étaient élus locaux tous les deux, à la tête de collectivités importantes pour l'un, significatives pour l'autre. Et est-ce qu'il faut, François Bayrou, après 2 premiers ministres venus de la droite, désormais un Premier ministre plutôt venu de la gauche, du centre-gauche peut-être? J'aurais tendance à vous dire qu'il faut un Premier ministre qui soit en phase avec, avec la vision du Président de la République, et cette vision est une vision centrale. Qui aspire à dépasser la droite et la gauche. Et c'est pas moi qui ai plaidé pendant 20 années pour que la société française accepte de rompre avec cette logique stupide qui consistait à enfermer les gens dans une guerre de clans et de camps d'un côté et de l'autre. Donc c'est indifférent, vous dites, en termes de signal. Parce que par exemple, il y a des noms dans les noms qui circulent, ceux d'Elisabeth Borne ou de Marisol Touraine sont tout à fait dans cet espace central, mais viennent historiquement plutôt du centre-gauche, quand Catherine Vautrin, dont le nom circule également, vient plutôt de la droite. Oui, mais je ne juge pas comme ça. La troisième caractéristique que vous indiquiez, que vous demandiez, Olivier Bost, j'ai dit il faut du leadership, il faut de l'expérience, et il faut une empathie assez grande avec le président de la République. Il faut pas. Je vais vous dire des choses très très simples. J'ai connu un des gouvernements probablement les plus brillants sur le papier. C'était Mitterrand, président de la République, Michel Rocard, Premier ministre. On ne peut pas dire que c'était des indifférents, qui n'avaient pas ni leadership ni expérience. Mais ils se détestaient. Et quand le président de la République déteste le Premier ministre, les choses ne peuvent que tourner mal. Et en tout cas, l'ambiance au sommet de l'État ne doit pas être celle-là. Donc il faut cette empathie. Alors je fais un portrait robot. Je ne sais pas si cette femme... Ça existe, toutes ces caractéristiques. Je ne sais pas si cette femme existe, donc il faut... Mais pour moi, ce sont les éléments nécessaires ou qui devraient être nécessaires pour cette fonction. Vous avez soufflé des noms au président de la République? Non. Encore une question des réseaux sociaux, Noël Ly. Oui, une question qui vient de Facebook. Alors aujourd'hui, si on vous proposait un poste au gouvernement, est-ce que vous le prendriez? Et si c'était possible, lequel est-ce que vous choisiriez? A priori, non. A priori. Pour quelle raison? Parce que on ne revient pas facilement sur ses pas. J'ai été ministre de l'Éducation nationale
très heureux ministre de l'Éducation nationale, alors que j'étais très jeune, il y a presque 30 ans. J'y suis resté longtemps, j'ai aimé cette fonction, j'ai été épisodiquement ministre de la Justice au début de ce quinquennat, empêché pour des raisons complètement choquantes, mais enfin c'est comme ça. Et je ne vis jamais de regrets et de remords. Et non, a priori non, je n'accepterai pas une fonction ministérielle. Et justement, revenons à ce point, vous étiez garde des Sceaux, vous avez démissionné après une mise en examen pour des emplois présumés fictifs au Parlement européen pour votre groupe. L'information judiciaire est ouverte depuis 2017. Et ça, on est où ? Pourquoi ça dure si longtemps ? Ça fait 5 ans, parce que on n'a rien trouvé et rien pu trouver. Alors, probablement, ça se clôturera. Mais ce que je dis là, j'ai pas le temps de m'étendre. Il y a une forme d'acharnement. Il y a maintenant des décisions de justice qui montrent que ce que nous disons depuis le début était vrai, c'est-à-dire que cette affaire est complètement infondée. Alors, naturellement, ça peut durer pendant des années. Je m'arrête une seconde. Qui est visé dans cette affaire ? Le Front National, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, dans une affaire similaire. Vous observerez qu'on n'est jamais allé voir du côté des grands, soi-disant grands, autrefois grands partis. Jamais. Pour des raisons politiques ? J'en sais rien, pour des raisons de facilité, mais j'ajoute une chose. Je n'ai jamais considéré que le fait qu'un député aide son parti politique avec son assistant soit, en quoi que ce soit, immoral. D'une certaine manière, c'est le contraire qui le serait. Mais enfin bon, je ne m'arrête pas sur ce point. Ça peut être contraire aux lois et règlements, mais ça n'est pas immoral. Mais nous ne l'avons pas fait. Pour revenir à la formation du gouvernement, il y a aujourd'hui 3 ministres issus du MoDem dans le gouvernement. Est-ce qu'il en faut 3 dans le futur gouvernement ? Est-ce que cette question d'équilibre est importante à vos yeux ? Ma réponse de président de ce mouvement est: il en faut autant et plus. Ah, plus. Non, je défends mes amis. Et les gouvernements... On a un vivier. Dont Sarah El Haïry qui est présente aujourd'hui le grand jury. C'était un sourire de ma part, mais je vais répondre sur le fond. Une de mes fiertés est d'avoir sauvé et développé un mouvement politique qui est d'une très grande intégrité et qui a su faire naître des générations nouvelles. Quand je dis intégrité, intégrité sur le plan de la philosophie politique que nous partageons, des valeurs, comme on dit maintenant, mais bien que ce terme ne soit pas idéal pour moi, d'une très grande solidarité entre nous, c'est un commando. Et c'est un commando qui a réussi, je crois, désormais à enraciner une image dans la vie politique française. Pour continuer de non seulement une image, mais une réalité. Une réalité d'une démarche politique singulière, différente, et je crois aujourd'hui appréciée. Pour continuer de nous projeter dans ce nouveau quinquennat, Emmanuel Macron a promis une nouvelle méthode. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron peut changer ? Alors il n'a pas dit qu'il changerait lui, il a dit qu'il voulait une nouvelle méthode. Il avait déjà promis de se réinventer, mais on n'a pas eu la je pense que c'est très important pour lui. Je pense qu'il y a beaucoup réfléchi. Je ne sais pas s'il a trouvé toutes les réponses, mais je suis certain que les réponses devront être trouvées. De quoi s'agit-il ? Alors, je vais essayer de le dire à ma manière, à moi, qui ne l'engage pas lui. Quand je parlais du temps critique dans lequel nous sommes dans la société française, il y a pour moi un fait aveuglant. C'est qu'il y a une rupture quasi totale entre la base de la société française, les gens de la vie de tous les jours, les gens qui travaillent, les gens qui sont à la retraite, les gens qui sont au chômage, ceux qui ont des enfants, ceux qui n'ont pas de travail, et ceux qui voudraient progresser, enfin ceux qui sont le tissu profond, le tissu qui constitue la société française. Entre eux et le sommet ou le prétendu sommet de la société. Et comment on règle ça ? Il y a une rupture absolue et désespérante.
Si vous regardez la structuration des votes extrêmes, en tout cas des votes à l'extrême droite, par exemple, qui a été au deuxième tour de l'élection présidentielle, et la structure de ce vote, comme disent les sociologues qui étudient ça très très bien, il y a une homogénéité totale. Plus vous avez des salaires bas, moins vous avez de patrimoine, et plus vous votez dans ce vote qui est un vote de protestation ou de sécession. Pour moi, c'est un crève-cœur. Quelle méthode? Comme vous savez, j'habite toujours le village où je suis né. Et à cette heure-ci précise, sans que je puisse y être, et je les salue par votre intermédiaire, on inaugure une stèle sur laquelle il y a le nom des précédents maires du village et il y a le nom de mon père. Et la photo de mon père que j'ai retrouvée. C'est donc dire que ce sont les miens, ce sont mes amis, mes voisins, mes proches. Et imaginez que ceux qui ont le moins d'avoir, le moins de pouvoir et le moins d'influence, croient avoir le moins d'influence, ne se reconnaissent pas du tout dans ceux qui ont la responsabilité de diriger les affaires de la société. Ça ne donne pas beaucoup d'indications, si je peux me permettre, sur la nouvelle méthode. Non, mais j'y viens. Guillaume Roch. C'est l'échec d'Emmanuel Macron, cette fracture. Non, c'est l'échec de combien 3, 4, 5 décennies qui ont, au fil du temps, laissé s'amenuiser le lien. Ça s'est peut-être aggravé. Marine Le Pen, un score inédit au second tour. Je ne sens pas les choses comme ça. Je vois que ça, on n'a pas réussi à renverser ce mouvement. Mais alors comment et donc la nouvelle méthode, qu'est-ce que c'est? La nouvelle méthode, c'est une méthode dans laquelle l'État et l'administration et le pouvoir auront trouvé, par une organisation différente, le moyen que personne ne soupçonne que ces responsabilités soient des privilèges. C'est pas parce que vous êtes en responsabilité que vous devez être ressenti comme un privilégié. Les méthodes de décision, la rapidité de l'action. Vous savez bien que tout se perd dans les sables. On annonce quelque chose à la télé et puis vous revenez 6 mois après, rien n'a changé parce que c'est en cours, monsieur le ministre. Mais est-ce que par exemple, François Bayrou... je raconte tous ceux qui travaillent avec moi savent que je passe mon temps à dire oui, je vous ai compris, c'est en cours. Rien ne bouge aussi vite que ça devrait, notamment parce que vous, les réseaux d'information, avez désormais engagé un rythme qui devrait être le rythme de l'action perceptible par les citoyens. Donc, la simplicité des échanges, la simplicité des réseaux de commandement, la rapidité de l'action et la personnalisation des choix. Parce que on vit dans un univers politique dans lequel tous les choix qui sont faits par des gens, pour l'essentiel, anonymes. Or, on doit mettre de la personnalisation. Et est-ce qu'on doit davantage, François Bayrou, associer les citoyens? Par exemple, pendant ce quinquennat, il y a eu la Convention citoyenne sur le climat, avec des résultats controversés. Est-ce que c'est un instrument qui, de votre point de vue, est intéressant? Ou est-ce qu'au contraire, il participe, comme vous venez de le dire, du ralentissement du processus de décision? Parce qu'il faut concerter pendant des mois, associer pendant des mois. Non, je pense que ça dépend des questions. Je pense que ces conventions peuvent être utiles sur des sujets très complexes. Par exemple, sur la fin de vie? J'ai été très frappé par l'Irlande. Vous avez vu que l'Irlande, dont vous savez que la tradition catholique du pays, avait traité sans drame, sans affrontement violent, la question si délicate de l'IVG. Et ils l'ont fait par des processus qui sont des processus d'élaboration et de respect des différentes sensibilités. Est-ce que vous souhaitez la même chose sur la fin de vie en France? On peut tout à fait envisager ça. Mais pour moi, tout ne peut pas se résoudre. Nous avons un Parlement qu'il fasse son travail, qu'il assume ses responsabilités. Il y a des députés, il y a des sénateurs, qu'ils fassent ce qu'il faut, qu'on les aide à faire ce qu'il faut. Pour moi, le bon équilibre des institutions, c'est un président fort, un gouvernement fort, un Parlement fort. Et pour l'instant, on n'est pas encore à cet équilibre-là. À la proportionnelle, parce qu'on n'y est pas non plus, ça fait des années que vous le... vous voyez bien les choses. S'il y a ce sentiment de rupture et de dépossession, c'est parce que personne n'a la certitude que sa voix soit utile.
Si vous êtes dans la majorité, vous gagnez tout le pouvoir. Si vous êtes dans l'opposition principale, vous avez un peu le voix au chapitre. Et si vous êtes dans ces mouvements-là, qui sont des mouvements minoritaires, alors vous êtes totalement écarté. Et ceci est non seulement injuste, mais absurde. Absurde, il n'y a aucune raison. Regardez les mouvements. J'en ai été pendant longtemps, donc je sais exactement ce qui se passe. Des mouvements substantiels dans la société française qui portent et disent quelque chose. Et ils n'ont même pas le droit de monter à la tribune parce qu'ils n'ont pas de députés. Mais on en a 577 députés. Vous ne trouvez pas qu'un courant qui représente quelques millions d'électeurs devrait avoir sa part normale et légitime? Et c'est pourquoi, oui, je défends la proportionnelle, qui entraînera un mode de gouvernement complètement différent. Surtout si on arrive à faire que le Parlement ne soit pas perpétuellement bloqué, obstrué, dévié de sa responsabilité, comme il l'est trop souvent. Monsieur Bayrou, justement, une question de nos internautes. Est-ce que le rôle d'un président de la République, c'est de gérer les investitures des candidats aux élections législatives ? Tous l'ont fait, à la suite les uns des autres. De Gaulle vérifiait nom par nom. Et j'ai connu quelques autres présidents de la République que le sujet ne laissait pas indifférent. Tous considèrent que quand on doit constituer une armée pour porter les sujets, c'est normal de s'y intéresser. Donc quand Patrick Kanner dit que c'est honteux, le président du groupe PS au Sénat, par exemple, d'avoir vu Emmanuel Macron cette semaine, y compris s'exprimer devant les candidats au docteur. Parce que Mitterrand, lui, François Mitterrand ou François Hollande, par exemple, je pourrais dire que j'en sais quelque chose, ne se sont jamais intéressés à ce sujet. Non, ils s'y intéressent tous. À présent, moi, je crois que c'est la responsabilité principale des mouvements politiques. C'est à ça qu'ils servent. C'est leur rôle dans la Constitution. Ils sont définis comme ça dans la Constitution. Ils concourent à l'expression du suffrage. Mais je puis aussi assurer que ça n'est pas parce que le président de la République s'est intéressé au sujet que les mouvements politiques ont renoncé à cette responsabilité. Justement, vous avez une nouvelle organisation pour la majorité qui s'appelle Ensemble et qui regroupe donc votre parti, celui d'Horizon et celui d'Emmanuel Macron. Comment doit fonctionner Ensemble? Est-ce qu'il faut un chef ou est-ce que c'est naturellement le président de la République? Ah non, c'est pas le président de la République. Le président de la République a de l'influence, mais c'est pas un chef de parti, le président de la République. Le président de la République, il a naturellement des soutiens. Ça s'est fait dans toutes les majorités au travers du temps, mais il est avant tout, au-dessus des partis. Il a avant tout une fonction de défense des institutions, de leur équité. Il a avant tout une fonction de garantie aux yeux des citoyens que tout ça va marcher de manière juste. D'accord, et alors qui est le chef d'Ensemble ? C'est Richard Ferrand qui, pour l'instant, qui a été désigné pour occuper cette responsabilité avec Édouard Philippe et moi comme vice-président. Mais qu'est-ce qui vous différencie encore aujourd'hui? Quelle est la nécessité de garder trois partis sous une bannière commune? Pourquoi ne pas faire une seule confédération ou un seul parti? Est-ce que sur le fond, vous proposez des options différentes? Non, nous avons une histoire différente et nous avons des organisations différentes. Et peut-être, pour le nôtre en tout cas, une philosophie plus caractérisée. La République en marche ou Renaissance, c'est pas très bien c'est pas encore le nom qu'ils vont adopter. Non plus. La République en marche, ça n'est pas une sensibilité, c'est un rassemblement de sensibilités. On va continuer de parler différentes, de ces questions, François Bayrou, dans quelques instants, et on parlera des prochaines élections, les élections législatives. Nous sommes plus, à tout de suite pour la suite du Grand Jury. Merci François Bayrou. Constitué. Du Grand Jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le haut-commissaire au plan, président du mouvement démocrate, François Bayrou. Le débat est dirigé par Olivier Bost. François Bayrou, avant de parler des retraites, de pouvoir d'achat, d'écologie également, une question d'Adrien Gindre de TF1 LCI sur les élections législatives. Oui, vous rappeliez il y a quelques instants que ce sont bien les partis politiques qui se sont occupés des investitures. Vous y avez vous-même participé. Alors peut-être allez-vous pouvoir nous éclairer sur un point. On sait que c'est très disputé, les candidatures.
candidatures, y compris entre partis. On a observé qu'il n'y avait pas de candidat de la majorité présidentielle face à Damien Abad, le président sortant du groupe Les Républicains à l'Assemblée. Pourquoi donc? Pourquoi ne pas mettre l'opposant de la majorité face à lui? Parce qu'il y a quelques personnalités dont nous avons eu, en tant que responsables de ce courant de la majorité, l'impression qu'ils avaient, par leur indépendance d'esprit, par la manière dont ils exerçaient leur mandat ou dont ils s'exprimaient, en étant peut-être moins virulents dans les affrontements systématiques, on a eu l'impression que c'était bien de faire un signe. Alors même qu'il était le président du principal groupe d'opposition à l'Assemblée. Il vous a peut-être pas échappé que parmi les élus qui étaient dans le groupe d'opposition, dans ces groupes d'opposition à l'Assemblée, un certain nombre, d'un bord et de l'autre, se sont désolidarisés des attitudes agressives ou des accords désespérants. Dans les Pyrénées-Atlantiques, David Habib, qui était vice-président de l'Assemblée socialiste dans mon propre département, n'aura pas de candidat de la majorité en face de lui. Par leur attitude, ils cochent les cases, si je peux m'exprimer ainsi, pour rejoindre cette majorité à vos yeux? C'est à eux de le dire. Peut-être vous aurez observé quelque chose. Dans toute ma vie, il y a une attitude que j'ai détestée, c'est la soumission. D'un bout à l'autre. Alors un psychanalyste trouverait peut-être des choses à dire s'il essayait d'approfondir ça. Je déteste la soumission. Je trouve que l'engagement politique, c'est un engagement où on ne doit jamais aliéner sa liberté. Et c'est d'ailleurs la Constitution. Et donc que ces élus-là, avec des sensibilités différentes, et puis s'étant peut-être trompés au fil du temps sur des sujets, disent oui, nous regardons ce que le président et la majorité font, au moins avec considération, avec respect. C'est pas seulement pour sauver leur poste. Bon, il peut arriver que ça soit ça. J'ai perdu un jour mon poste de député pour des raisons d'engagement différentes de celles de mes amis. Bon, c'est pas le drame absolu de perdre un poste de député. On peut se construire et se reconstruire. Mais en effet, peut-être un certain nombre d'entre eux ont-ils été sensibles à ce risque et ont-ils voulu le conjurer. C'est possible aussi. Noël Ly, avec une question sur les réseaux sociaux. Une question de nos internautes. Est-ce que maintenant vous vous entendez mieux avec Édouard Philippe? On ne s'est jamais mal entendu. On avait des positions différentes. Il y avait des tensions, il y a eu des tensions entre nous en raison de ces positions différentes. Puis peut-être aussi en raison de notre histoire, puis peut-être aussi en raison du tempérament qui est le nôtre. J'ai un tempérament un tout petit peu bouillant, je le reconnais, et lui aussi. C'est le président de la République, par sa volonté de parti unique, qui vous a rapproché? Non, je pense qu'on s'est tous les deux aperçus que l'espèce de lutte fratricide, ou en tout cas cousinicide, qu'on essayait de nous imposer, que les médias racontaient à longueur d'articles, et vous-même brillamment, c'était idiot. Qu'on n'était pas du tout voué à ces affrontements dont peut-être un certain nombre de gens pouvaient profiter. Et que c'était plus intéressant, dans le moment que nous vivions, d'essayer de voir ce qui pouvait nous rapprocher et construire quelque chose ensemble. Une dernière question sur ce sujet. Dans 5 ans, chez Ensemble, la désignation du candidat à l'élection présidentielle, ça fonctionne comment? C'est une question qui n'a jamais été traitée. Vraiment? Vraiment. Ni de près, ni de loin. Alors peut-être si un jour ça devient une structure avec des règles, des statuts, la succession est taboue pour l'instant. Et puis je vais vous dire quelque chose. L'élection présidentielle, ça n'est pas une élection qui se décide par des structures d'appareil. Et quand on essaie, regardez ce qui vient de se passer pour les Républicains, regardez ce qui vient de se passer pour le PS, quand on essaie, on se casse la figure à tous les coups. L'élection présidentielle, elle se constitue autour d'itinéraires et de personnalités qui peu à peu se sédimentent dans l'opinion. Vous savez, comme dans une rivière, il y a des sédiments, du sable, et puis après ça devient compact, qui fait que
une femme ou un homme a un lien avec les Français. Et c'est ce lien-là qui fait le choix. C'est ce lien-là qui fait l'investiture. Et tout le reste, en réalité, c'est inventé pour essayer de trouver une solution quand on n'a pas la personne qui a un lien avec les Français. Et on vient de le voir surabondamment. D'ici là, on va évoquer un gros dossier de ce quinquennat, la réforme des retraites avec Guillaume Roquette. Oui, et le report de l'âge de la retraite, on le sait, une majorité de Français sont contre. Alors, qu'est-ce que doit faire Emmanuel Macron? Est-ce qu'il doit largement organiser la concertation, comme vous le souhaitiez, semble-t-il, sur d'autres thèmes en première partie de l'émission, ou est-ce qu'il faut qu'il prenne ses responsabilités en disant, de toute façon, je considère que c'est indispensable et donc on y va? Oui. Parmi les changements de méthode que le président de la République, pendant la campagne, a lui-même abordé, même si ça ne s'est pas vraiment entendu, il y a cette idée que je considère, moi, je m'exprime à titre personnel, je ne suis pas du tout à sa place, il y a cette idée que le passage en force ne marche jamais. On croit que ça marche. On croit que parce qu'on l'a écrit dans un programme... Comme avait essayé de le faire Édouard Philippe. Ouais, je ne mets pas en cause quelque démarche que ce soit, mais ça c'est fait. On a vu ça 1000 fois, n'est-ce pas? Surtout avec le 49.3, que nos institutions... Oui, mais à titre personnel, m'exprimant pour moi-même et pas pour d'autres, je pense que le passage en force est une mauvaise solution. Il y a un homme que j'aimais beaucoup et qui était sympathique avec moi, qui s'appelait Václav Havel, qui a été le très grand président de la Tchécoslovaquie d'abord, de la Tchéquie ensuite, un philosophe, un dramaturge, un homme de lettres. Et Václav Havel, parlant de ceux qui veulent passer en force, qu'il appelle les impatients en politique, il disait « Ils sont comme ces enfants qui, pour faire pousser les arbres plus vite, leur tirent sur les branches. » Et c'est exactement ce que je pense. Je pense que même sur les problèmes les plus difficiles, il faut que l'arbre pousse à partir de son biotope. Donc il n'y a pas d'urgence à agir de votre point de vue. Il ne faut pas se précipiter pour cette réforme. À partir de sa terre, à partir du sol, à partir du soleil. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'urgence. On peut en 6 mois faire mûrir une idée parmi les Français. Si vous avez la capacité de leur parler avec des éléments que tous pourront vérifier, de leur parler avec une langue qu'ils comprennent, de les mettre devant le réel et de leur proposer les options, la solution va mûrir. Et vous défendez toujours l'idée d'un référendum pour trancher cette question? Et je dis, si cette thèse de la réforme continue que je défends, de la réforme mûrie par les Français, si cette thèse échoue et si on arrive à un affrontement, alors il y a un moyen d'éviter le blocage du pays. Parce que c'est de ça qu'on a souffert. Le blocage du pays, par des gens minoritaires ou majoritaires, on n'en sait rien. Il y a un moyen, c'est se tourner vers le peuple. En leur disant quelque chose de très simple, nous avons construit la réforme la plus juste possible à nos yeux. On ne l'a fait pas pour nous, on ne l'a fait pas pour le gouvernement, on ne l'a fait pas par idéologie, on l'a fait pour vous. Pour que les pensions ne s'effondrent pas, pour que les cotisations n'explosent pas. Et là, on organise un référendum. Et la Constitution le prévoit sur ce type de sujet. Vous prenez le risque de condamner une réforme. Si c'est ne pas y avoir de réforme. Eh bien, si c'est non, il y aura le gouvernement devra en tirer les conclusions, et puis il y aura un autre gouvernement. Michel Rocard a dit 100 fois que c'était une réforme qui aurait 10 ou 15 gouvernements. Je suis persuadé qu'on est plus près du but qu'on ne le croit. Sur le fond, vous êtes pour... À condition que il apparaisse clairement aux yeux de tout le monde que la justice dont je parle. Alors la justice, c'est quoi ? Les Français qui ont commencé à travailler tôt, les Français qui font des métiers pénibles, ceux-là, on en tiendra compte dans la réforme. Et à condition que on mette en valeur le fait que dans cette réforme, en réalité, la retraite choisie, ou la date de la retraite la plus choisie possible, va leur ouvrir des possibilités nouvelles. Je connais beaucoup de gens qui aimeraient bien prolonger. Mais c'est possible aujourd'hui, on peut travailler jusqu'à 70 ans sans aucun problème. Prolonger... Et j'ajoute, moi, avec une incitation. On peut tout à fait imaginer que l'organisation
de la retraite fasse que si vous décidez de travailler plus longtemps, eh bien on vous donne quelques avantages. C'est déjà le cas aujourd'hui. Mais... Non, mais par exemple, alors idée personnelle, hein, je n'engage personne, entendez-moi bien. On pourrait leur verser une partie de leur retraite, un pourcentage de leur retraite. Imaginez qu'on dise, vous continuez à travailler pendant 1 année ou 2 années de plus, on va vous verser 10% de votre retraite. La prime d'activité pour les retraités. Oui, d'accord. Mais vous voyez bien... Guillaume Roquette sur la réalisation de cette... Il y a une autre solution. Essayons de pas aller trop vite. Voyez bien en quoi cette idée que je défends serait une idée puissamment incitatrice. Parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, très grand nombre de femmes et d'hommes qui se retrouvent avec des enfants pas encore émancipés, alors qu'ils ont l'âge de partir à la retraite. Donc ils travailleraient un peu plus longtemps en échange d'une sorte d'avance, entre guillemets, sur la retraite. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition ? C'est ce que je défends. Donc c'est une incitation. Et si on construit comme ça un projet dans lequel les Français vont reconnaître leurs attentes, leurs difficultés, leurs intérêts, mais aussi quelque chose qui ressemble à l'intérêt général, alors je n'ai pas de doute qu'ils pourront arriver à le soutenir. Parce qu'en travaillant plus, surtout si on ne laisse pas bloquer le pays. Il y a une autre proposition qui est faite par Laurent Berger, le patron de la CFDT, opposant de longue date au report de l'âge de la retraite, et lui dit, si on veut trouver de l'argent pour financer les retraites, il n'y a qu'à rétablir l'ISF, en fait, rétablir un impôt sur le capital sur les 10% des Français qui ont le plus de patrimoine. Alors, le yaka, et je le dis avec beaucoup de respect pour Laurent Berger, mais je ne crois pas que ce soit adapté. Parce que l'idée qu'il suffit de créer de nouveaux impôts pour financer le modèle social français est une idée que je trouve mal inspirée. J'ai pas de doute qu'il y a des sujets, je pense à la dépendance, qui sont des sujets extrêmement lourds. Il y a des sujets qui tiennent aux entreprises, il y a des sujets qui tiennent au Covid. Si chaque fois on décide qu'il n'y a qu'à mettre un nouvel impôt, comme vous savez, une réforme des retraites sans la CFDT. Comme vous savez, j'avais proposé une autre démarche pour l'ISF. Mais aujourd'hui, ça prendrait un sens complètement différent. Et je crois que ça ferait apparaître, ça donnerait à des gens, à des investisseurs, le sentiment que la France en revient à sa tendance. C'est aujourd'hui un des pays, pour ne pas dire le pays, le plus imposé au monde. Et donc, je trouve qu'on devrait se mettre dans ce cadre-là, qui est, on va résoudre les questions qui se posent sans perpétuellement créer de nouveaux impôts, si on peut. Justement, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a estimé que la France se trouvait face à des difficultés économiques considérables et que le plus dur était devant nous. Est-ce que cette situation économique n'a pas été, sinon masquée, ou en tout cas oubliée dans la campagne présidentielle ? Il a complètement raison. Les difficultés que nous allons rencontrer sont, à mon sens, majeures, et c'est pourquoi je parlais au début d'une situation préoccupante, spécialement dans l'état social du pays. Parce que vous allez avoir à la fois une France qui est fragilisée par ses fractures et des vagues, pour ne pas dire des tsunamis, qui arrivent de l'extérieur. J'en cite deux. Un que tout le monde a à l'esprit, c'est la guerre en Ukraine. Si on croit qu'on est au bout des conséquences de la guerre en Ukraine, à mon sens, c'est qu'on n'a pas les yeux ouverts. Conséquences économiques de l'inflation. Conséquences économiques sur l'énergie, conséquences économiques sur la confiance, conséquences économiques sur la place que l'Ukraine occupe dans le monde agricole et alimentaire mondial, pas seulement français. Mais il y a une deuxième question, il y a une deuxième crise qu'on ne regarde pas, c'est ce qui se passe en Chine. La menace du Covid en Chine a fait qu'aujourd'hui, dans le port de Shanghai, il y a, certains disent plus d'1 millier, d'autres disent au moins 500, 300, 500, gigantesques porte-conteneurs qui sont bloqués, qui ne peuvent ni décharger, ni recharger.
À cause du confinement. Et les usines sont bloquées à cause de la politique qu'on appelle le zéro Covid, ce qui au passage permet de renvoyer les critiques sur la politique qui a été celle de la France et de l'Europe au sens large à leur véritable réalité. La situation politique est en train de se retourner. Noël Ly. Non, laissez-moi finir la démonstration parce que là, ça ne serait pas juste. Mais j'en ai pour quelques phrases. Brièvement, vraiment. On va avoir ces deux crises-là. Ce qui se passe en Chine, c'est l'interruption des circuits d'approvisionnement sur tous les produits et matières premières. Je disais, certains disent 1000, d'autres disent 500 porte-conteneurs. En tout sur la planète, il y a 5000 porte-conteneurs qui chacun porte, les plus grands, quelque chose comme 23 000 conteneurs. Est-ce que vous représentez ce que c'est pour l'approvisionnement, circuit imprimé ça va tout changer dans la répartition des productions. Je donne un exemple tout bête. Un frigo, pour être transporté, c'est $100. Ça veut dire que si vous pouvez économiser presque $100, vous avez intérêt à le produire chez nous. Et donc, ces deux crises-là viennent et elles vont se conjuguer avec peut-être ce qui se prépare du côté du Moyen-Orient. Et donc, si vous avez ça en tête, alors vous vous dites que oui, la situation que nous allons affronter est une situation lourde, et alors justement, grave, dans ce contexte, est-ce qu'on peut continuer de dépenser sans compter, Noël Ly ? Est-ce que c'est l'inflation qui doit guider? Autrement dit, est-ce qu'il faut tout augmenter à hauteur de l'inflation tant qu'elle dure? Continuer avec les chèques. On retrouve des schémas qu'on a connus dans notre histoire. Alors, il y a deux questions. Est-ce que l'inflation va durer ? Les économistes sont très partagés sur ce sujet. Certains pensent que les raisons profondes de l'inflation sont peut-être moins présentes qu'on ne le croit chez nous, et la France s'en tire mieux du point de vue de l'inflation que tous ses voisins. Hein, votre opinion, c'est que... Mais deuxièmement, est-ce qu'on peut dépenser ça sans compter et ouvrir les robinets ? Non. Non. On a dû le faire pour le Covid, et c'était juste parce que c'était une période dans laquelle on était... Pardonnez-moi, mais la loi pouvoir d'achat dans une économie de guerre à l'Assemblée, c'est exactement ça. C'est le robinet qui continue d'être... Non, je pense... on a une chose à faire, c'est retrouver les équilibres. C'est vrai pour la retraite. C'est vrai pour la dépense publique. Et pour la dette ? C'est vrai pour la dette. En différenciant la dette qui sert à l'investissement de la dette qui sert aux dépenses courantes. Là, quand on va augmenter, et on peut s'en féliciter pour les gens qui sont concernés, mais les retraites, le point d'indice des fonctionnaires, les minima sociaux, il va bien falloir qu'on creuse encore cette dette pour financer tout ça. Eh bien, vous aurez là la réponse à ce que le président de la République, enfin l'explication de ce que le président de la République a dit quand il a décrit ce à quoi son Premier ministre devait s'intéresser. Il doit s'intéresser au social, il doit s'intéresser à l'écologie, il doit s'intéresser au choix productif du pays. J'ai plaidé au commissariat au plan et ailleurs sur la reconquête de la production. Parce qu'un très grand nombre des réponses aux questions qui paraissent insolubles se trouvent dans la recréation d'un élan productif. Mais on n'y est pas du tout, parce que là, on a un déficit commercial qui, sur les 12 derniers mois, atteint 100 milliards d'euros. Oui, vous comprendrez pourquoi je me suis tellement battu sur ce sujet. Est-ce qu'il faut aussi baisser la dépense publique ? C'est un autre moyen de rétablir nos comptes. Pour l'instant, quand je vois les tenants de toutes les opinions qui se sont exprimés pendant l'élection présidentielle, je n'ai pas vu souvent de propositions de baisse de la dépense publique. Mais je pense qu'on peut rééquilibrer, en faisant attention, c'est pas moi qui vais dire le contraire, je suis à la tête d'une collectivité locale dans laquelle on fait et on est obligé de faire attention. La mairie de Pau et l'agglomération dans laquelle nous vivons. En faisant attention, et deux, en augmentant la production du pays, les emplois du pays. Exemple, la question des retraites, elle est difficile à résoudre. Mais si on allait au plein emploi, alors vous avez rééquilibré la question des retraites. Vous voyez que tout se tient. L'idée qu'on est uniquement à la machette avec un coupe-coupe et que c'est le seul travail des dirigeants est une idée fausse.
On a de la marge. Là, oui, vous avez raison. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais le fond de l'affaire, c'est qu'on se tourne vers les capacités du pays, voir si on peut les mobiliser. Et si on les mobilise, alors les choses se rééquilibreront. Mais c'est un travail de longue haleine, raison de plus pour insister sur la très grande responsabilité du gouvernement qui vient. Et cette responsabilité, pour moi, c'est de transformer en politique un programme, la volonté qui s'est exprimée dans un programme. En politique, c'est-à-dire action de tous les jours et vision de l'avenir du pays. Et parmi ces missions, il y a la transition écologique, l'architecture d'un Premier ministre chargé de cette question-là avec 2 super-ministres. Est-ce que pour vous, c'est assez clair, c'est fonctionnel ? Bon, on verra, ça dépend des personnalités. Mais ce que j'ai en tête depuis longtemps, c'est qu'on a 3 grandes questions écologiques devant nous. La première de ces grandes questions, c'est l'énergie. Nous avons, avec le commissariat au plan, produit un rapport qui, je crois, a changé l'état d'esprit autour du nucléaire. Et toute proposition, c'est pourquoi il faut faire attention à la politique ou aux propositions politiques. Quand Mélenchon et ses investis et ses candidats proposent de sortir du nucléaire, vous voyez bien que vous déséquilibrez complètement et la démarche écologique et la démarche économique du pays. C'est une décision, si elle était appliquée, qui serait complètement irresponsable. Songez qu'il y a de telles demandes en électricité qu'on va voir exploser le prix de l'électricité sur le marché libre. Et cette électricité qu'on achèterait, elle est produite en envoyant des millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Vous souhaitez rester par du charbon pour piloter tout ça, Pardon ? Les défis que vous listez là, c'est des défis qui vont prendre des années. Vous souhaitez rester à votre poste de haut-commissaire au plan pour continuer de... C'est une responsabilité à laquelle je suis attaché, que j'ai voulu voir renaître et qui peut être équilibrée, développée. Mais c'est des sujets dont je parlerai avec qui de droit. Et donc, ça, stratégie qui fait aussi des études en termes de prospective, propose lui un secrétariat général aux soutenabilités. Ça serait une question de soutenabilité, l'écologie. Vous êtes d'accord avec ça ? Excusez-moi, moi je suis un Pyrénéen. Donc, un secrétariat général aux soutenabilités... C'est du jargon. Chez nous, on a beaucoup de mal à comprendre ce que c'est. Donc, vous voyez bien, c'est toute la question, au fond, de la stratégie pour qu'on trouve un équilibre à long terme. Donc, je ne suis pas pour des machins techno supplémentaires. Je suis pour qu'on prenne nos responsabilités. Je disais, énergie, c'est la première grande question. Il y a une deuxième grande question, c'est la biodiversité. La question, elle est essentiellement agronomique, ou d'abord agronomique. C'est la question du sol, comment on rend le sol plus vivant. Et la troisième question, c'est changer nos modes de vie pour devenir frugaux, raisonnables, pour réparer plus souvent qu'on achète nouveau. On va pas se lancer dans l'économie circulaire de la décroissance par François Bayrou. Non, mais moi je suis contre la décroissance. Une question très rapide quand même sur l'Ukraine, parce que c'est une actualité extrêmement importante. On est bientôt à la fin de cette émission. Le président ukrainien s'est exprimé négativement ces derniers jours sur le président français. Il estime qu'Emmanuel Macron essaye en vain de dialoguer avec Vladimir Poutine et il ne juge pas correct que le président français soit prêt, selon lui, à faire des concessions. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Il y a de l'ingratitude de la part de Volodymyr Zelensky ? Non, c'est quelqu'un que je respecte, mais il est à la tête d'un pays en guerre, attaqué par son voisin, avec des changements stratégiques très importants. Dans l'art de faire la guerre, on se souviendra très longtemps de ce qui est en train de se passer. Une armée surpuissante qui est arrêtée par des moyens modernes et la volonté d'un peuple. Donc je comprends très bien sa position. Mais je dis que le devoir du président de la République française, pas seulement sa préférence, mais son devoir, c'est d'essayer d'éviter l'embrasement général. Moi, je pense à tous ceux qui nous écoutent et à leurs enfants. Il y a des risques d'embrasement général. De Troisième Guerre mondiale. Il y a des risques de contagion terrifiante. Et donc, celui qui, à la tête de la France et à la tête de l'Europe, essaie de maintenir malgré tout le lien, en dépit des choix qui sont fous, qui soient insupportables,
celui-là remplit son devoir et fait son travail. Merci beaucoup François Bayrou. C'était ce grand jury que vous pouvez retrouver sur rtl.fr et sur nos applications.